Bretagne 5, il est presque 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invitée politique dans Bretagne 5 matin est Christelle Lévy-Robert. Elle est secrétaire générale du syndicat CGT Mines Énergie des Côtes-d'Armor. Elle est également dirigeante de la Fédération nationale FNME-CGT. Il s'agit évidemment de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en ce 1er mai où j'imagine la journée va être longue pour vous. Il y a beaucoup de défilés. On en dira un petit mot tout à l'heure. J'avais envie, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez, de parler de la réforme des retraites. Ça devient vraiment un serpent de mer, cette réforme des retraites. Les partenaires sociaux n'ont pas réussi à trouver un consensus avec le partenariat et le gouvernement. Finalement, le conclave de François Bayrou s'était perdu d'avance. Oui, c'est d'ailleurs comme ça que s'était exprimé la CGT et plus particulièrement notre secrétaire général sur le fait que le conclave, c'était un déni de démocratie puisque finalement on avait déjà acté une forme de travail et c'était revenir sur le fait que les organisations syndicales pouvaient envisager du coup l'abrogation. Or, il n'a jamais été question en tout cas pour la CGT, de revenir justement sur ce texte en tant que tel. On a toujours milité depuis début 2023 pour l'arrêt de cette réforme injuste socialement, justement pour l'ensemble des travailleurs et retraités. Alors, je rappelle que la CGT veut l'abrogation de la réforme et surtout l'abrogation de la retraite à 64 ans. Il faut revenir sur l'âge de la retraite. Tout à fait. Ouais, l'objectif, c'est bien de revenir sur l'âge de départ en retraite, puisque 64 ans, c'est un allongement de la durée du temps de travail, avec tout ce que ça engendre du coup pour les salariés, et avoir du coup une retraite plus courte alors qu'on a travaillé tout au long de sa vie, c'est contraire aux valeurs qu'on porte. Et puis cette retraite, elle est méritée, d'autant plus que on assiste, plus ça va, à des contrats précaires, avec du coup des revenus qui sont quand même pour certains bien en deçà de ce qu'on pourrait exiger, ou du moins des revendications des travailleurs qui sont légitimes. Et donc oui, cette réforme des retraites est injuste, et l'âge de départ à la retraite, on milite nous pour un retour à 62 voire 60 ans. Oui. Il y a un espoir de voir un jour ce retour à cet âge de 62 ans ou 60 ans, parce qu'on voit que le gouvernement est assez inflexible sur la question, mettant en avant aussi des économies budgétaires. Après, la CGT a déjà écrit à plusieurs reprises et envoyé ces éléments justement au gouvernement sur le fait qu'il y a des financements possibles, autres, et qui permettront justement de revenir à un âge du coup soit de 62 ou 60 ans, notamment si les femmes et les hommes étaient payés au même niveau de rémunération. C'est donc des cotisations sociales supplémentaires qui représentent pas loin de 6 milliards d'euros, rien que ça. Et donc il y en a d'autres, des leviers, alors je ne vais pas tous vous les détailler, mais c'est des éléments qui permettent aussi de financer justement les retraites. On entend beaucoup parler de retraite par capitalisation aujourd'hui. Ça reste un gros mot, capitalisation, ou c'est quelque chose de possible ? En tout cas, oui, pour la CGT, c'est un gros mot, capitalisation, parce que c'est contraire à ce qu'on porte, et ça renvoie du coup au monde libéral. Et du coup, nous, on milite pour une juste répartition des richesses et surtout une justice sociale, quoi. Alors, vous parliez de salaire des femmes tout à l'heure. On sait aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas d'égalité en la matière. Là aussi, le chemin est long pour faire en sorte que dans différents secteurs de l'emploi, de l'industrie, des services, les femmes soient reconnues à leur juste valeur et l'égale des hommes finalement dans leur rémunération. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit bien donc à un métier égal, les salaires ne le sont pas. En règle générale, on est aux alentours de 25 à 30% en fonction des métiers. On voit bien que du coup, les métiers dits précaires, c'est ceux qui sont concernés justement le plus par des femmes, avec des contrats souvent qui sont d'une durée en plus hebdomadaire inférieure aux 35 heures, ou voire des compléments de contrat, si on pense notamment à tout le volet social c'est ce personnel-là qui est le plus touché. Et après, on voit aussi que dans certains métiers, il pourrait y avoir une féminisation plus importante, mais certainement par manque d'ouverture ou de politique égalitaire sur le plan professionnel, on est limité justement dans l'accès à ces métiers, quoi. Alors justement, on voit peu aujourd'hui de femmes
ça commence à bouger, hein, les lignes, on va pas noircir le tableau, mais qui accèdent à des grandes responsabilités. Alors vous avez une secrétaire générale à la CGT, Sophie Binet, mais dans la vie courante, c'est pas toujours évident de voir des femmes accéder à des postes, à batailler sur le terrain des hommes finalement. Oui, tout à fait. On sait que c'est difficile déjà parce que ça reste ancré en tout cas dans la tête des gens sur le fait qu'on doit prouver plus que les hommes, même si on voit bien que plus ça va, plus il y a une évolution sociétale, mais il y a quand même, dans l'inconscient collectif, le fait que les femmes doivent prouver plus que les hommes. On le sait bien souvent, en plus, les femmes ont une charge mentale qui est plus importante que celle des hommes, que tout ça concourt au fait qu'elles ont de plus en plus de difficultés, ou du moins à accéder justement à ces hautes fonctions. Alors, il y a des femmes, puis il y a aussi les travailleurs précaires, ça se croise quelque part. Mais on a le sentiment aujourd'hui que les conditions de travail se sont dégradées en France. Alors, on pourrait parler des salaires, mais il y a aussi les conditions de travail, ce qui fait que chaque jour, des travailleurs n'arrivent pas à se loger, n'arrivent pas à se nourrir parfois. Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant, cette petite musique qui progresse dans la société ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs axes. Il y a le fait qu'on se rend compte qu'il y a une ubérisation du travail, et donc ça a un impact effectivement non négligeable sur les conditions qui vont au-delà du travail du coup pour ces salariés, et on se rend compte également que des salariés qui du coup ont un emploi fixe en CDI ont des difficultés à se loger, et auparavant c'était uniquement dans les grosses métropoles, et aujourd'hui on s'aperçoit, y compris sur la région Bretagne, sur le trait de côte, que les loyers ayant significativement augmenté depuis le Covid, que le prix du mètre carré explose, que du coup même des salariés qui sont en emploi ont des difficultés du coup à se loger, et ça devient un vrai problème. Si je fais un parallèle avec ce qu'on vit du coup au sein de donc ma fédération, on a des négociations qui sont engagées en local, plus particulièrement Enedis et RGRDF, justement pour concernant ces questions de pouvoir d'achat, puisque du coup les salariés les agents qui aujourd'hui sont embauchés ont des difficultés à se loger, et donc il y a un système de zones maintenant qui va être pris en compte pour leur permettre de pouvoir avoir une indemnité complémentaire, même si c'est pas ce qu'on porte au départ, qui est bien du coup du solaire socialisé, mais du moins ça va leur permettre, c'est une réponse ponctuelle qui va leur permettre peut-être de trouver des solutions d'hébergement plus rapidement. On aurait pu imaginer que dans les métiers de l'énergie, les salariés soient un petit peu plus confortables en termes de salaire que dans des métiers du privé, dans l'équivalence privée, et que dans le public ce soit quand même un petit peu plus confortable. C'est pas le cas aujourd'hui ? Non, c'est plus le cas aujourd'hui en fait. Au niveau de grille des salaires, si on remonte il y a 30 ans et puis aujourd'hui, on a une perte de pouvoir d'achat qui est assez significative. Et alors oui, évidemment, il y a des agents qui ont des niveaux de vie corrects au sein des entreprises, et fort heureusement. Mais par contre, un agent qui est embauché au niveau de rémunération le plus bas, qui va travailler du coup notamment sur tous les métiers techniques dans des mégalopoles des métropoles, pardon, pas mégalopole, excusez-moi. On n'en a pas encore en Bretagne. Non, pas encore. Métropole, et je pense même notamment des grandes villes qui vont être confrontées justement à ces difficultés de pouvoir d'achat, de bien vivre dans un cadre de vie correct. Ouais. On connaît des salariés qui vivent dans leur voiture et pour lesquels on accompagne, y compris au niveau du comité d'entreprise pour soutenir les agents concernés. Il y a de grandes disparités, on le comprend en termes de salaire. Justement, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir une action pour combler ces disparités ? Il est normal que quelqu'un qui a plus de responsabilités soit peut-être un peu plus payé que quelqu'un qui en a moins, mais on a l'impression que ça se creuse, ce fossé, d'année en année, là aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on devait engager justement des négociations avec les employeurs des IEG, donc des industries électriques et gazières, concernant la grille des salaires. Et du coup, ce qu'on porte comme revendication, c'est que la grille des salaires, en fait, lors de la revalorisation annuelle, elle soit calée sur l'inflation, qu'on se trouve plus justement à avoir des différences quand le salaire est revalorisé, que ça corresponde à un montant égal donc à l'inflation, pour pas avoir de perte de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. En fait, ces revalorisations, elles sont moindres. Alors après, voilà, les employeurs ont un autre discours, ils vous diront qu'il y a possibilité de compenser avec les primes, etc. Mais c'est pas ce qu'on porte. Voilà, souvent d'ailleurs, on voit dans quelques métiers des gens qui sont mieux payés avec leurs primes qu'avec leur salaire de base. Ah mais tout à fait. Et c'est le cas, y compris au sein des industries électriques et gazières.
Alors, il y a aussi les velléités de réindustrialisation en France. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose pour créer de nouveaux emplois, parfois même des emplois à valeur ajoutée? On voit que c'est pas toujours facile, hein, l'installation de nouvelles entreprises. Est-ce que c'est peut-être une petite lueur d'espoir dans un contexte qui est quand même très contraint? Oui, tout à fait. Vous avez d'ailleurs raison d'insister sur le contexte national et international qui, en ce moment, n'est pas forcément de bon augure et donc qui peut inciter certains PDG à prendre des dispositions, notamment de délocalisation ou autres, ou de fermeture d'usines, alors que c'est justement là qu'il faudrait mettre l'accent pour pouvoir maintenir du coup un niveau d'industrialisation et éviter ce repli sur soi. On voit beaucoup de très grandes entreprises qui lorgnent du côté des États-Unis, alors que Donald Trump a promis d'accueillir à bras ouverts les industriels qui voulaient venir s'installer en Amérique. Est-ce que là aussi c'est une source d'inquiétude de voir par exemple de très grandes entreprises délocalisées pour des raisons fiscales ou financières et créer une perte d'emploi ici en France et plus largement en Europe? Oui, tout à fait. Vous avez raison de le souligner parce que en plus, non seulement ça génère une perte d'emploi, mais ça génère une perte de compétences, une perte d'expertise qui est reconnue même d'ailleurs dans certaines professions. Et ces départs du coup vers l'étranger n'augurent rien de bon, c'est certain. Alors, on évoquait les États-Unis. On sait que Donald Trump a misé beaucoup sur les nouvelles technologies, sur l'IA en particulier. On parle beaucoup de la menace des nouvelles technologies, mais ça peut aussi être un cercle vertueux. On sait qu'en France, il y a beaucoup de compétences en la matière. Et là aussi, ça peut créer des emplois et apporter de nouvelles compétences. Oui, tout à fait. Il faut trouver un juste équilibre, en fait. On a besoin effectivement de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des métiers. Ça pourra du coup améliorer les conditions de travail en plus des salariés. Mais par contre, il faut savamment doser. Et ça, aujourd'hui, je pense que le curseur est difficile à placer. Et ça nécessite que du coup, il y ait des formations professionnelles, d'accompagnement, etc. Et que tout le monde maîtrise ces outils parce que on sait bien que quand on les maîtrise pas, il y a toujours une défiance ou une peur de ce que ça peut générer. Et si je fais un parallèle, si on remonte il y a plus d'une trentaine d'années, voire 40 ans, quand on disait que l'outil informatique, les ordinateurs allaient arriver aussi, ça avait généré, on se rend bien compte dans l'histoire sociale que ça avait généré tout un tas de craintes et que finalement aujourd'hui c'est un outil pour lequel l'ensemble des salariés sont appropriés. Mais voilà, il faut toujours savamment doser. Voilà, et faire face aux grandes craintes. On se rappelle de l'arrivée du train, enfin, je vous rassure, je n'étais pas né, mais qui suscitait beaucoup de craintes dans les campagnes jadis. Des défilés, hein, j'en parlais tout à l'heure, défilés de ce 1er mai, vous allez y participer, j'imagine. Oui, tout à fait. 220 défilés à travers la France, qui sont, alors je n'ai peut-être pas le chiffre à quelques défilés près, défilés qui sont focalisés cette année sur la paix, sur les retraites, sur les salaires. La paix, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, permettez-moi, le jeu de mots est sans doute très maladroit, mais c'est un petit peu le nerf de la guerre, la paix. Si on est dans un pays qui vit en paix, si on est dans un continent qui vit en paix, finalement, il y a de la prospérité, il y a de l'emploi. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important de le mettre en avant. En fait, on est contre l'économie de guerre et avant tout pour la paix parce que justement qui dit paix dit de meilleures relations, un plein emploi et puis du coup une qualité de vie optimale. Avec une mobilisation qui tend aussi à mettre en lumière les acquis sociaux. Ils sont menacés aujourd'hui, on l'entend beaucoup. Ça nous ramène peut-être un petit peu à la question précédente. C'est important de continuer à rester vigilant sur les acquis sociaux pour ne pas perdre ce que les autres générations ont gagné avant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous me permettez, je parlerai plutôt de conquis sociaux que d'acquis sociaux, parce que voilà, c'est bien dans le cadre d'une lutte et de plusieurs que ces conquis ont pu être du coup être mis en place et accordés pour les travailleurs. Et oui, et on voit bien que depuis plusieurs années, en fait, il y a un phénomène de aujourd'hui, on se mobilise, on revendique pour ne pas perdre. Alors que justement, si on reprend les générations précédentes, c'était l'inverse. En fait, il y avait des mobilisations, on portait des revendications, c'était toujours pour du mieux. Et plus ça va, plus de plusieurs années, c'est justement, enfin, vous avez pris l'exemple de la réforme des retraites, mais il y en a d'autres. Hein, c'est pour éviter de perdre du pouvoir d'achat, des pertes de salaire, des fermetures d'entreprises ou d'usines. Donc oui, on est quand même dans un climat du coup anxiogène, mais c'est d'autant plus pour ça aussi qu'il est important que les travailleurs s'organisent, que
les revendications soient portées, en intersyndical ou pas, en fonction des cas de figure. Mais là, c'est nécessaire justement que tout ça s'organise. Alors, il y a aussi quelque chose d'important pour vous, c'est la justice sociale, et puis une société plus démocratique. Est-ce à dire aujourd'hui que on a perdu là aussi, j'allais presque dire en qualité démocratique dans notre société? Oui, tout à fait. On s'en rend bien compte d'ailleurs au travers des urnes avec les taux d'abstention qui sont de plus en plus importants. Mais au-delà de ça, on assiste quand même à une montée importante des idées d'extrême droite et même parler de fascisme et du coup décomplexé. En fait, ça c'est un phénomène nouveau, y compris dans le milieu du travail. Auparavant, rarement on parlait politique ou si on parlait politique, les gens qui jusqu'à présent portaient ces idées d'extrême droite ne prenaient pas part ouvertement en fait. Et là aujourd'hui, il y a un affichage qui est décomplexé et on voit bien que tout ça, ça a évolué dans le monde du travail. Et c'est nécessaire que ça passe par l'éducation populaire et qu'on arrive à se faire, que voilà, les salariés se rendent compte des enjeux qu'il y a autour de l'extrême droite et des deux discours entre celui qui est affiché et puis celui qui finalement aboutit à une politique qui va à l'opposé des conditions de travail, de bonnes conditions de travail, pour les salariés. Et puis on en revient avec ce qu'on disait, le plein emploi, la paix. Justement, vous parliez de l'extrême droite, on voit les progressions du RN dans les entreprises, cette parole décomplexée aujourd'hui. On a vu ces dernières années le Rassemblement national avoir une inflexion dans son discours qui est beaucoup moins libéral, qui est beaucoup plus social. J'allais presque là aussi un peu de façon provocante dire qu'ils sont en train un petit peu d'aller sur vos plates-bandes. Mais c'est des mots. En fait, c'est simplement que le discours est un peu plus édulcoré aujourd'hui pour du coup parler plus au-delà de leur électorat d'avant. Mais derrière en fait ces mots, quand on regarde en fait quel est le programme, quelles sont les ambitions qu'ils portent, rien n'a changé. C'est peut-être même pire qu'avant. La gauche, dans son acception politique, a perdu un moment de vue le monde du travail, les ouvriers. J'allais pas se dire là encore, pardonnez-moi le terme, il est peut-être mal choisi, mais les petites gens qui se sont tournés vers un vote protestataire, vers un vote de colère. Oui, tout à fait. Je pense que vous faites référence à la classe ouvrière, notamment quand vous voilà, c'est pas du tout péjoratif dans ma Et moi non plus, en fait. C'est parce que le monde du travail est organisé tel quel, mais effectivement, on le voit bien d'ailleurs avec là où l'extrême droite a pris des parts plus importantes, pas sur les dernières élections. Moi, je remonte avant la période Covid. Ce sont quand même des régions où ils ont été particulièrement touchés par le chômage, et c'est d'ailleurs là qu'ils sont allés chercher justement du coup un nouvel électorat parce qu'ils ont réussi à mobiliser en leur parlant, justement en mettant l'accent sur les difficultés qu'ils rencontrent et sur le fait que personne les écoutait. Alors, on peut prendre des grandes régions, on pense au nord de la France, mais ici en Bretagne, on était un petit peu protégés quand même de cette vague de Rassemblement national ou de Front national en son temps, alors qu'aujourd'hui, on voit une progression de ces idées. Là aussi, il y a une forme d'inquiétude chez vous ? Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment prendre ces signes de façon importante parce que c'est pas rien. Comme vous l'avez dit, jusqu'à présent, on était plutôt protégés sur l'ensemble de la Bretagne, quelles que soient d'ailleurs les élections. Aujourd'hui, c'est plus le cas, même si les scores restent inférieurs à la moyenne nationale ou dans certains secteurs où ils étaient, certains lieux, où ils étaient de façon significativement importants. Pour le coup, non seulement il ne faut pas prendre ça à la légère, mais c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Et comme je vous parlais tout à l'heure d'éducation populaire, ça passe aussi par de l'information aux salariés et que ils se rendent bien compte en fait de ce qu'il y a derrière, quoi. Et une fois qu'on a fait tomber le voile, c'est pas du tout ce qui est annoncé. Notamment, si on prend l'exemple des derniers votes qui a pu avoir l'Assemblée nationale sur certains sujets, on est à l'opposé de ce que nous on porte en tout cas. On parle de racisme, d'antisémitisme, de discrimination. J'ai repris un texte qui a été validé par Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui dit que partout le poison de la division progresse, instrumentalisé, voire organisé par l'extrême droite et les médias des milliardaires. Bon, là, on voit qui est visé. Là aussi, il faut avoir une grande réflexion sociétale autour de l'information, autour de la fracture qui est en train de naître de toutes ces divisions. Oui, tout à fait. On voit bien que
Il y a 2 types de presse aujourd'hui. Il y a la presse indépendante et celle qui est en capacité de couvrir justement tout un tas de types d'événements et le plus large possible. Et il y a une presse aujourd'hui pour laquelle il y a une instrumentalisation avec des grands patrons derrière pour lesquels il y a des ramifications avec les mouvements d'extrême droite. Et ça aussi, c'est très inquiétant. On doit vraiment avoir un œil éclairé sur tout ça, puisque du coup, on se rend compte que finalement, tout est plus ou moins lié, quoi. On est plus sur de la presse d'influence, d'opinion plutôt, on est justement sur la presse d'influence. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, je le pense, oui. Alors, aujourd'hui, il y a des revendications à la CGT, des revendications qui sont aussi beaucoup plus politiques, puisque on a vu qu'il y avait on va dire une petite division à gauche, et cette petite division à gauche, est-ce qu'elle est dommageable si cette union de la gauche se fracture? Il y a des échéances à venir. Dans l'union de la gauche, j'inclus les syndicats, j'inclus la CGT. Est-ce que là aussi, il faut avoir une grande vigilance, une grande acuité? Oui, alors tout à fait. Après, on n'est pas un parti politique, on est bien une organisation syndicale, mais ça ne nous exclut pas, bien au contraire, de travailler avec les partis politiques, puisque on peut être amené à solliciter les parlementaires, notamment quand il y a nécessité sur des fermetures d'entreprises, sur des textes de loi qui vont à l'encontre justement des conditions de travail. Et donc, oui, c'est important qu'il y ait une unité au niveau de la gauche, parce qu'on sait très bien que plus on est fort, plus le rapport de force est conséquent, et plus on a possibilité de faire bouger les lignes. Alors faire bouger les lignes aujourd'hui, les syndicats et la CGT en ont-ils encore les moyens face au gouvernement? On sait que jadis il y avait des rapports de force qui étaient parfois très marqués. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une difficulté pour pouvoir arriver à créer le rapport de force. Oui, alors après, peut-être qu'il faudra imaginer aussi d'autres modes de lutte. Et donc tout ça se travaille effectivement avec nos adhérents sur quel rapport de force est-ce qu'on peut mettre en place et comment pour pouvoir obtenir justement gain de cause et que les revendications aboutissent. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de grève, on entend aussi les anti-grèves, le citoyen lambda qui dit « Ah bah oui, la SNCF est encore en grève ». Alors précisément, vous me voyez venir, il y a une grève programmée à la SNCF pour le pont du 8 mai qui embarrasse beaucoup et le gouvernement et l'entreprise, mais aussi les citoyens lambda, les voyageurs qui vont devoir emprunter le train. C'est pas contre-productif des grèves comme ça? Après, vous le savez bien, on n'arrive pas à une grève pour une grève. C'est-à-dire que si le préavis de grève est déposé et que du coup les salariés arrivent à la grève, c'est que les phases de négociation avant ont échoué. Et donc les revendications n'ont pas abouti. Donc c'est un levier aujourd'hui, la grève effectivement, qui permet d'avoir un rapport de force plus conséquent. Après, bien sûr que quand ça concerne le transport, ça engendre des problématiques, mais c'est bien le principe de la grève. Faut embêter un petit peu pour obtenir. C'est ça. On voit aujourd'hui, justement, toujours dans ces rapports de force, une évolution. Alors, on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites. Par exemple, si demain, la réforme des retraites ne va pas dans votre sens, si finalement le gouvernement campe sur ses positions, on peut imaginer de grandes mobilisations comme il y a déjà eu? Alors, je ne peux pas présager de la suite, puisque qui, en 2022, aurait pensé qu'en 2023, on ait un tel rapport de force et que les gens se sentent aussi concernés, justement, par ce texte. Du coup, ce qui va être important, c'est justement d'informer les salariés, de s'organiser et de voir, du coup, quand je vous reparle de rapport de force, on est vraiment là, de quel rapport de force on sera en mesure de disposer. Et il y a peut-être d'autres leviers que ceux qu'on a identifiés aujourd'hui qui pourront permettre, justement, d'aller de l'avant. Alors, on a le sentiment que la CGT aussi actionne le levier, j'allais dire social, dans le sens sociétal de la chose. On a vu la CGT être proche des luttes, par exemple, pour les travailleurs qui arrivent, les travailleurs migrants qui arrivent en France, qui ont du mal à obtenir des papiers, et qui sont réclamés, pour le coup, par le patronat, puisque on n'a pas assez de main-d'œuvre aujourd'hui, et puis on a un vieillissement de la population, c'est un fait. Est-ce que là aussi, il faut informer le grand public? Est-ce qu'il faut faire montre d'une forme de pédagogie finalement, pour faire bouger les lignes, changer les mentalités? Oui, j'en suis convaincue, en fait, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours la peur de l'autre, de ce qu'on ne connaît pas, donc la peur de l'étranger. Et une fois que ces barrières sont tombées, tout le monde s'intègre et il n'y a pas de difficulté particulière. Et en fait, il ne faut pas avoir un mouvement de recul parce que, comme vous l'avez souligné, on a quand même
un vieillissement de la population. On a des emplois qui restent inoccupés et pour lesquels, du coup, les entreprises ont des difficultés à recruter. Ces salariés, du coup, font la démarche, en plus, de venir en France avec tout ce que ça entraîne comme changement. Alors, rien que pour ça, on doit leur permettre aussi de pouvoir s'intégrer dans de bonnes conditions pour eux ainsi que pour leur famille. Ouais. Il faut les intégrer, il faut les accompagner aussi pour faire valoir leurs droits à ces salariés, parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas non plus forcément une idée du droit du travail, il faut les accompagner. C'est aussi le rôle d'un syndicat comme la CGT. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est aussi le rôle ou du moins de les mettre en relation après avec les différentes associations ou organisations qui existent aussi, qui viennent en soutien ou en accompagnement justement de ces salariés. Ouais. On a le sentiment que les syndicats aujourd'hui, c'est un petit peu plus que les syndicats d'hier qui étaient sur une ligne très protection du travail, très revendicative. Là, on a l'impression aujourd'hui que la CGT, par exemple, s'ouvre beaucoup plus à ce qui l'entoure, à la société, là encore, au phénomène sociétal. Alors, je ne sais pas si c'est différent, il faudrait reprendre l'histoire. Je me fais un peu l'avocat du diable. Il faudrait reprendre, notamment depuis la création de la CGT. Après, c'est ce que je vous disais, les formes de lutte ont évolué, le monde a changé aussi, et c'est vrai que les revendications, en fait, ont des répercussions au-delà aujourd'hui du monde du travail. Donc, c'est certain que, oui, ça montre une forme d'ouverture. Donc, des défilés aujourd'hui, dans un contexte, je vous disais, qui est très particulier. On a toujours crainte, lorsqu'il y a ces défilés du 1er mai, qu'il y ait des débordements, des dérives. Même si ça se passe de façon bon enfant, en tout cas ici dans les Côtes-d'Armor en règle générale, c'est aussi une crainte des syndicats aujourd'hui de voir une forme de dérive ou d'attaque, quelque part, du message. Après, on est toujours vigilant, mais le 1er mai, ça reste quand même un rassemblement et donc une manifestation qui est apaisée, même familiale et plutôt festive. Et c'est d'ailleurs le cas sur bon nombre de rassemblements aujourd'hui, y compris à Saint-Brieuc, où il y a un moment de convivialité à l'issue de la manifestation. Et en ce qui me concerne, moi, j'hésite pas à venir en famille au 1er mai. Voilà, ça c'est important aussi qu'il y ait ce rapport familial au travail, parce que finalement, on dit la fête du travail, c'est la fête des travailleurs plus précisément. Exactement, merci de le souligner. Eh bien, je vais vous laisser aller au défilé, parce que ça va pas tarder à commencer. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Christelle Lévy-Robert. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat CGT Mines Énergie des Côtes-d'Armor, et j'ajoute dirigeante de la Fédération nationale FNME-CGT. Voilà, j'espère ne pas avoir écorché l'acronyme. Je vais y arriver moi-même. Merci infiniment d'avoir été avec nous en ce 1er mai. Très belle journée. Également. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.